Hello and welcome on Watches TV, and today we definitely have something surprising to share with you. I guess many of you are aware that supercar maker Bugatti has unveiled what will replace the Chiron, and not only did they call this new car the Tourbillon, already a very good point there, but on top of that they will use some very original mechanical counters when everybody else now tend to put almost like TV-side screens on their dashboards. But what's also extremely cool about this is that to do so, well, they asked a company based in La Chaux-de-Fonds, a company much more used to develop and manufacture watch movements, and some rather impressive ones, to develop these counters for them, or should I say with them. This company is called Concepto, and we're about to know all about it. So off we go, and how did this collaboration came into being? Alors la relation, elle a commencé en fait par un email que j'ai reçu un beau 24 décembre 2021, précisément, du patron de Bugatti directement, donc Mater Rimac. Yep, sounds like a nice Christmas gift. Dans son email, il m'explique qu'il a une idée un petit peu assez folle de mélanger de l'horlogerie avec de l'automobile, sans dire exactement ce que c'était, parce que je pense qu'il n'avait pas trop d'idées non plus à ce moment-là, mais il voulait marier les deux mondes. La première réaction, c'était forcément un peu surpris, c'est quelque chose qui sort des sentiers battus. Il voulait revenir quelque part aux sources, en tout cas il voulait avoir le feeling, cette émotion de pouvoir ressentir une mécanique telle qu'on peut le ressentir quand on a un moteur, en l'occurrence un V16 là, qui fait du bruit dans le dos. Là, donc. So tell us about the first ideas and how you tackled them. Alors l'idée figée, elle est arrivée assez rapidement, je dirais à peu près 6 mois après les premières discussions, avec une idée, un dessin, quelque chose de parlant. Bien évidemment, la mécanique derrière, l'électronique ou toute la partie lumière n'était pas du tout développée. On savait qu'on devait l'intégrer, mais comment, à ce moment-là, c'était encore une nébuleuse, il n'y avait pas de choses très précises. Si d'entrée, on s'était dit, on n'a jamais fait de la mécanique mélangée avec de l'électronique, avec de la lumière qui passe là au travers, si on veut rester sur les choses acquises, tout de suite, non, c'est exclu, on fait pas, c'est pas notre domaine, quoi. Mais c'est là que ça m'a titillé. You're used to very small components, so did you think that working on something larger would be simpler? Oui, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple, effectivement, parce que travailler sur des 30-40 mm comme on fait habituellement, et puis là, le compteur central est pas loin de 100 mm, donc on s'est dit, il y a de la place, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, parce qu'il y a forcément des contraintes de dimension, malgré que c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une question de poids qui intervient au milieu, d'où le choix de certains matériaux légers. Mais quand on combine la mécanique avec les différentes couches d'électronique, de lumière, et puis qu'il faut faire passer tout ça là au milieu, les choses commencent à se compliquer. Alors, premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est la taille, bien sûr. C'est bien plus grand. Tous les outils normaux d'un horloger, ça passe plus. Mais c'est aussi le fait que là, on a de l'électronique dedans, et des moteurs. Quelque chose qu'un horloger, normalement, il touche jamais, à part peut-être dans des quartz, mais ouais. So, how does it work? Les aiguilles, ils sont motorisés par un moteur, l'un côté, et ça fait bouger un rouage qui fait bouger l'aiguille. Mais comme dans tout rouage, il y a un jeu d'engrenage. Donc, pour éviter que l'aiguille elle sursaute sur place, on a mis un mécanisme de l'autre côté du moteur, enfin l'autre côté de l'aiguille par rapport au moteur, qui fait ressort en fait, qui élimine les jeux. And the link with watchmaking? Oui, on a utilisé des dents entre guillemets horlogères qu'on pourrait peut-être plutôt trouver dans une horloge qu'une montre au poignet, mais on a utilisé des dentures et des traînes d'horloge horlogères complètement, et puis des râteaux, ça reste dans le milieu horlogère. Alors tout ce qu'on voit bouger sur ce compteur, ça sert à quelque chose. What's displayed? Tout ce qui est classique, le niveau d'essence, la température du moteur, la température du refroidissement, le niveau de la batterie. L'autre côté, on a les puissances électriques qui se transmettent par le petit aiguille à droite et la puissance moteur standard, classique. Well, I wouldn't call a counter going up to 1000 horsepower very classic, but that's just my opinion. Et au centre, on a les tours-minutes du moteur classique et la vitesse de voiture en entier. Typiquement avec les RPM et aussi les puissances, c'est des aiguilles qui bougent extrêmement vite. Donc là, on a dû faire pas mal d'essais
pour trouver un rapport qui va bien avec le ressort qui est en face, avec comment le contact entre moteur et notre rouage il se fait. Tell us more about the actual development phase, including some of the difficulties encountered. Alors, les différentes équipes, il y a bien évidemment toute la partie R&D, avec le bureau technique, les ingénieurs. C'est eux qui ont fait toute la construction, mais en collaboration avec les horlogers prototypistes. Le flux qu'on a suivi, en fait, c'est le même que quand on crée un nouveau module, mouvement. C'est exactement la même chose. Alors, bien sûr, il y a du bureau technique, il y a les horlogers qui viennent mettre leur expertise. Après, il y a chaque composant qui doit être fabriqué. Donc, encore une fois, on va réunir la personne qui va usiner ce qu'on appelle, nous, des ponts, des platines, qui sont finalement la même chose sur le compteur, avec la personne qui va travailler sur la CNC. On va faire monter le décolleteur parce qu'il faudra faire des axes non plus comme ça petits, mais tout d'un coup à une échelle différente. Donc, est-ce qu'on va pouvoir les réaliser de la même façon? Est-ce qu'il y aura d'autres contraintes? La personne qui va s'occuper du taillage derrière. Tous ces corps de métier ont été réunis autour de la table pour trouver les meilleures solutions. And how about taking into account the constraints imposed by Bugatti? Alors ça, c'est en collaboration avec les équipes de chez Bugatti. Et donc, tous les ingénieurs qui se trouvent à Zagreb et puis à Molsheim, c'est une étroite collaboration avec eux, parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on sait mettre une montre au poignet, qu'est-ce qu'on doit faire comme test pour passer la rampe, etc. Mais aujourd'hui, dans une voiture, on n'en sait foutre rien. OK, on peut imaginer qu'il y a des contraintes de température, qu'il y a des vibrations qui rentrent en ligne de compte, mais au-delà de quoi et à quelle échelle? Alors au niveau conception, je dirais que c'est surtout la collaboration avec tous ces départements, typiquement chez Bugatti, leur département de design, leur département de bruit et lumière et autres, ça rend des choses un peu différentes. Alors, la première, comme je vous le disais, c'est déjà la température. C'est quelque chose qui est important. Une montre, on a ces contraintes-là, mais une voiture qui reste en plein soleil à Dubaï, par exemple, où à un moment donné, elle se retrouve tout l'autre côté, où c'est qu'il y a de la neige et puis il fait moins je ne sais pas combien, c'est tout autre chose. Au poignet, une montre, quelque part, elle est toujours plus ou moins réchauffée avec la chaleur du corps, mais dans une voiture qui est inerte, parquée quelque part, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a le problème des huiles, il y a le problème de l'électronique qui peut souffrir, peut-être la mécanique aussi, du fait que les huiles sèchent, la mécanique ne fonctionne plus de la même façon. Donc ça, c'est déjà la principale contrainte. What kind of materials have been used and why? La plupart des matériaux, c'est du connu. On travaille forcément avec de l'aluminium pour une question de légèreté, du titane, légèreté et puis robustesse par la même occasion. Il y a du laiton aussi, qu'on trouve très fréquemment dans l'horlogerie. Pourquoi? Principalement pour les décorations, parce qu'on sait que ça se traite beaucoup mieux qu'une décoration sur de l'aluminium, par exemple. Tout ce qui touche à la partie lumière, forcément la lumière à travers de l'aluminium ou du titane, ça passe pas très bien. Donc il a fallu intégrer d'autres matériaux qui, eux également, ont les contraintes de température, encore une fois. Donc oui, c'était quelque chose vraiment de très particulier. Il y a des matériaux type du PMMA, c'était finalement une sorte de plastique, qui sont soit usinés, il y a d'autres parties qui sont moulées, notamment les aiguilles qui sont quelque chose de très compliqué parce qu'on doit venir chercher depuis le fond du compteur avec la petite lumière, la LED, qui passe à travers l'axe de l'aiguille pour aller ensuite bifurquer avec un angle très spécial sur l'aiguille pour éclairer jusqu'au bout avec toujours la même luminosité du début à la fin. Ça a été quelque chose de très très complexe. Alors du coup, on fait vraiment la gamme entière là. C'est justement ces guides lumière qui sont en diverses matières synthétiques. Ça va être fait par moulage, donc ça sort de nos habitudes complètes. Donc ça c'est tout un développement très intéressant et très sympa à faire. On a aussi tout ce qui est classique horloger, usinage, 5 axes, 3 axes, CNC, ça c'est assez classique. Et puis la grande pièce, on a lu tous ces endroits lumineux, justement le cadran, les chiffres qui partent au travers du cadran, qui ramènent la lumière au travers. Là, on a vraiment des coins hyper pointus qui fait qu'on n'a quasi pas de rayon, qui fait qu'on ne peut pas le fraiser. Donc on doit usiner
avec des autres manières, dont le laser, comme vous avez cité, pour avoir ces coins nets. Et on a aussi dû développer beaucoup du savoir-faire avec une sorte de céramique où on coupe les éléments avec le laser, on pose de céramique dedans, on réusine par CN et on redécore, on repose de céramique pour justement faire des pièces en alu, en laiton, au titane, mais qui laissent quand même de la lumière au travers. Alors, il y a un grand nombre de cadrans, on appelle ça des cadrans, mais c'est l'affichage des kilomètres/heure, du nombre de tours du moteur, où c'est que ces cadrans sont en aluminium, parce que derrière on vient les traiter avec type du PVD, de l'éloxage pour obtenir les différentes couleurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, la lumière ne passe pas à travers ces matériaux-là, donc il a fallu tirer des matériaux différents, notamment la céramique. Pourquoi de la céramique et puis pas un petit insert en plastique? C'est qu'aujourd'hui, il a fallu emprisonner la céramique directement dans l'aluminium pour pouvoir la travailler machinalement derrière, donc faire des cerclages ou des finitions avec de la pâte, des polis, ce genre de choses. Et si on fait ça avec des plastiques, ben derrière, ça devient terne. La pâte se plante à l'intérieur, vous n'avez plus le même aspect. Et qualitativement parlant, plastique ou céramique, ça n'a plus pas le même impact. Les parties qu'on savait allaient difficiles, effectivement, ils étaient difficiles, mais c'est surtout les surprises, ce qu'on ne savait pas. c'est là que ça, justement, ces lumières, ces aiguilles lumineuses et autres, ça c'était un gros challenge de développement, de R&D. Alors, qu'est-ce que c'est la céramique? Un matériau très étonnant, avec des propriétés hyper étonnantes aussi, qu'on peut travailler sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Alors, c'est une matière qui est aussi très très dure, qui tient très bien aux matériaux, qui tient très bien dans le temps. Et elle a aussi on l'a mis beaucoup sous contrainte, ce qui a fait qu'elle a des propriétés où elle tient très bien en usinage, en laser, en surfaçage, en décoration, par rapport aussi à la galvanoplastie. Donc c'était très intéressant de travailler cette matière. Le fait qu'elle se fige aux UV est très bien par rapport aussi au matériel utilisé, l'aluminium. On joue avec la texture, on la chauffe, on joue avec les bulles. Est-ce qu'il y en a? On les enlève. Donc c'est une matière qui est très étonnante. Typiquement, cette céramique hybride que l'on utilise, la particularité et ce qui est très sympa justement avec les jeux de lumière, c'est qu'en surfaçant dessus, en la reprenant aussi depuis dessous, elle devient vraiment un peu style vitrail comme ça. Et puis ça met tout en beauté l'objet. Effectivement, on travaille avec le four UV. Ce qui est intéressant avec ce four, c'est qu'on peut aussi travailler en grande quantité. On travaille aussi avec la lumière à main, donc lumière UV. Mais ça reste vraiment petite partie par petite partie. Le four UV, il est vraiment intéressant par rapport aux quantités de pièces qu'on a à faire. Well, with all these elements at play, I guess there will be many options offered for the final customer, including types of finishes we're used to in watchmaking. Alors, les options, je dirais qu'elles sont quelque part définies aujourd'hui pour des compteurs standards, on va appeler ça comme ça. Ce que j'appelle standard chez moi, c'est que oui, il peut y avoir un compteur noir, bleu, vert, rouge, tout ce qu'on veut. Ça reste du standard. Mais derrière, il y a toute une partie qu'ils appellent indie, comme individualisation. Et ça, c'est libre absolument de tous les délires. On sait qu'on a des clients qui vont venir nous trouver, donc des clients de Bugatti, qui voudront un compteur non pas en aluminium, mais le voudront peut-être en or. Il y en a d'autres qui le voudront avec du sertissage tout autour. On a déjà eu des demandes comme ça de personnalisation. D'autres avec des décors particuliers. Pourquoi est-ce qu'on mettrait un sablage? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un perlage qui est très horlogé? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une côte de Genève, un clou de Paris ou que sais-je? C'est toutes des options qui sont totalement ouvertes et on sait qu'on va y passer. Aujourd'hui, il n'y a pas deux Bugatti dans le monde qui est identique. Donc, je ne veux pas dire que ça sera la même chose pour les compteurs, mais on pense à bon 60-70% de custom. Ça, c'était beaucoup notre apport dans le design, le choix de design dans cette pièce. C'était nous qui proposaient que là, un étirage, ça se donnerait très bien. Et puis, l'équipe design chez Bugatti, ils étaient beaucoup à l'écoute. On leur montrait des images, des exemples, ils étaient tous... ah oui, ça c'est chouette, ah oui, ça c'est une bonne idée. Ouais, donc on fait du étirage, on fait du cerclage, on fait du soleillage, on va faire du clou de Paris, on va faire des graineries, il y aura beaucoup du décor différentes.
très horlogère. From this experience, are there things that you think could go the other way around? And tell us about the future of this unique collaboration. Oui, il y a déjà des choses qu'on essaie de calquer. Alors, de l'électronique, pas trop, mais de la lumière, peut-être. Il serait intéressant de pouvoir mixer. On espère à travers ce premier projet que quelque chose d'autre puisse naître là autour, parce que quelque part, c'est tout un nouveau département qui a été créé au sein de Concepto. Mais une continuité avec Bugatti, j'espère qu'il y en aura une. En tout cas, on a déjà eu d'écho de passablement de choses sur les modèles suivants. Donc j'espère qu'on sera toujours à bord de cet habitacle et puis qu'on propose encore davantage comme on l'a proposé et où on en l'a demandé. Well, I hope you enjoyed this video, and I truly find it fantastic when you have two worlds such as watchmaking and supercars collide, not in the form of a special timepiece, but this time really integrating the watchmaking savoir-faire directly into a supercar. I mean, how cool is that? Well, thanks for watching, see you soon, and viva watchmaking and supercars!